sujets pernicieux auxquels l'Afrique est confrontée. Aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre analyse s'intitule « La pauvreté en Afrique ». Pour en parler, nous recevons pour vous trois éminents, je dirais, orateurs. Le président de l'UDIA, M. Michel Kitoko, et Madame Lucie Nkatché, présidente de Somme Congo Brazzaville, et notre cher ami M. Joseph Ntamboué Moué. Nous savons que l'Afrique est un continent à une grande pluralité culturelle, humaine et physique. L'Afrique est également aussi reconnue comme le continent le plus pauvre, parce que riche par ses ressources naturelles. Mais là, le paradoxe est que ce continent riche en pétrole, en or, en diamants et bien d'autres choses continue de broyer du noir et sombre toujours. Alors une question s'interroge. Quelles sont donc les causes fondamentales qui, n'est-ce pas, entraînent toujours ce continent noir dans cette obscurité qui ne dit pas son nom? Notre première question s'adresse à M. Michel. De cette pauvreté en Afrique. Je pense que la pauvreté en Afrique doit... il y a plusieurs aspects qu'on peut toujours aborder. Il y a l'aspect de l'Afrique elle-même, c'est-à-dire que la terre africaine, qu'il faut aussi regarder avant de commencer à rentrer dans le détail, d'accuser les auteurs qui ont été à la base de certaines guerres ou de certaines situations de dégradation de tissus politiques, économiques et autres. L'Afrique a connu la désertification, c'est vrai, à un moment donné, lorsqu'un peuple se déplace d'un endroit à l'autre, ça crée quand même un élan de la pauvreté. Et ça, c'est sur le plan vraiment historique, parce que l'histoire démontre que le désert du Sahara a été habité à un moment donné, et que les habitants du désert ont dû quitter le désert, ils se sont rabattus vers l'endroit beaucoup plus viable, où il y a la forêt, où ils peuvent faire l'agriculture et tout ça. Donc, quand même, c'est un aspect qu'il va falloir tenir en compte, contrairement à d'autres continents qui, eux, ils ont pris quand même un élan de développement industriel, peut-être la Grande-Bretagne qui a démarré avec l'industrie lourde et tout ça. Donc, comparativement, je mets un peu un aspect comparatif par rapport à ça. Alors, ceci étant, sur le plan général, notamment parce que l'aspect historique que j'ai décrit tout à l'heure, notamment la désertification du Sahara, c'est un aspect qui est naturel, qui n'ont que des causes hautement naturelles. Il n'y a pas l'homme qui était à la base, il n'y a pas l'existence d'un homme à la base de la désertification du Sahara. Ça, c'est l'aspect. Alors, l'aspect principal, c'est qu'il faut qu'on puisse regarder au travers les causes qui ont engendré notamment l'esclavage. C'est-à-dire que l'exploitation de l'homme par l'homme en elle-même était une cause principale, parce que l'Afrique a connu le départ de la ressource de ses habitants pour aller alimenter ou travailler dans d'autres continents selon la convenance de ceux-là qui les exploitaient. L'esclavage est une cause aussi principale de la pauvreté qui a frappé l'Afrique. Ajouté à cela, après l'esclavage, nous avons la colonisation. L'Afrique est morcelée à plus de 52 ou 50 États, mais en même temps, ce sont les 15 pays occidentaux qui s'en est accaparé de l'économie africaine pendant la période de la colonisation. Donc c'est l'aspect quand même à soulever qui est très important, parce que qui dit colonisation dit
coloniser les humains qui habitent le territoire et en même temps les anéantir sur le plan social, économique. Donc ce qui s'est passé, la colonisation a engendré quand même des conséquences graves en termes d'éléments économiques et sociaux. Nous allons revenir tout à l'heure sur les... Oui, qu'en dites-vous toujours sur la corruption? Merci. Je vais enchérir dans les mêmes idées que M. Kitoko vient d'avancer. L'Afrique, au jour d'aujourd'hui, même bien avant, est le seul continent qui a tous les aspects des richesses naturelles, sous-sol, et qui présente aussi des aspects de pauvreté inouïs, à tel point que ça met même des connaisseurs de l'Afrique, des intellectuels africains dans une situation dans laquelle ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc la colonisation, comme venait de le dire M. Kitoko, est aussi un problème sérieux pour les Africains, parce qu'elle n'a pas permis aux Africains de pouvoir évoluer en tant que tels. Le fait de les séparer entre eux, de diviser les peuples pour que l'Européen puisse régner, a fait que cette politique a mis l'Afrique chaos assis. Et lorsque vous parlez de la colonisation, occidentale à la domination de l'Européen sur l'Africain, l'Africain n'a pas pu émerger, n'a pas pu sortir de son iceberg pour pouvoir aller de l'avant. Comment voulez-vous être dans votre pays où on vous impose des infrastructures économiques par l'occidental, par les occidentaux qui cherchaient à mettre en place tout ce que nous avons comme port maritime, comme route, et ce n'était pas pour l'intérêt de l'Afrique. La politique de l'économie extravertie, c'est-à-dire une économie tournée vers l'extérieur et une imposition des prix par l'Occident de nos matières premières, ce n'était pas pour enrichir l'Afrique. C'est ce qui a fait que la révolution industrielle européenne puisse démarrer en trombe et aller de l'avant. Les prix de nos matières premières étaient fixés en Occident. Les caoutchoucs que nous avions sur place, le café, l'or, le diamant, jamais l'Africain n'a fixé le prix de ces matières premières pour l'intérêt des Africains. C'était pour envoyer toutes ces matières premières-là en Europe. Et par contre, toutes ces causes-là ont fait que nous n'arrivons pas aujourd'hui, bien qu'indépendants vers les années 60, nous n'arrivons pas à nous mettre debout parce que les autorités qui ont pris le pouvoir en Afrique n'ont pas pu avoir des idées pour pouvoir mettre en place des nouvelles structures, imaginer une bonne gouvernance à mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Ils sont restés dans le mimétisme institutionnel que l'Européen avait mis en place. Hein? Vous avez toutes des structures, des institutions qui ont été mises en place, qui sont restées pendant longtemps en Afrique, que les autorités africaines n'arrivaient pas à pouvoir changer pour imaginer, parce que pour qu'il y ait une économie stable, il faudrait les imaginations des hommes. C'est les hommes qui doivent mettre les structures en place pour l'intérêt des Africains, pour défendre les populations africaines. Et vous soulignez l'aspect colonial, l'explication des succès politiques imposés par les Occidentaux. Mais c'est ce qui est obligé de rester dans le mimétisme institutionnel. Toutes les autorités politiques qui ont pris le pouvoir, tous étaient en train de servir leurs partenaires européens. Qu'est-ce que vous pouvez dire devant quelqu'un qui vous a soutenu? Aujourd'hui, il y a des élections qui se passent en Afrique. Même si elles sont faussées et erronées, tel président passe, il est soutenu par une puissance donnée européenne. Même si les populations crient fraude, mais les autorités occidentales soutiennent le président. Là, si vous soulignez l'aspect, c'est-à-dire la mauvaise foi des qui ont participé avec les Occidentaux. Je lancerai plutôt un cri alarmant aux Africains de pouvoir prendre les choses en place. S'il faut parler aujourd'hui, par exemple, de l'environnement, la protection de l'environnement n'est pas seulement une affaire de l'espace européen. Les Européens ont pris conscience de pouvoir protéger l'environnement européen. Ils ont protégé l'environnement européen, c'est-à-dire l'agriculture européenne est protégée, l'élevage européen est protégé, tout est protégé ici. Et ce sont les mêmes Européens qui prennent
les matières toxiques, ils vont les déverser, les déchets toxiques issus de leurs usines, ils les déversent sur le sol africain, ils les déversent dans le fleuve et les eaux africaines. Et ces déchets toxiques ne permettent pas à nos terres de pouvoir produire les matières. Ces eaux-là, nous allons arroser nos agricultures, nous allons participer. Et ces produits issus de cette terre-là ne seront pas compétitifs sur les marchés européens. Jamais. Lucie Ngati, alors quelle lecture faites-vous de cette pauvreté en Afrique? Avec tout ce qu'il vient de dire, rajouter par exemple l'incapacité par exemple, de payer les dettes extérieures, ça cause énormément de problèmes financiers, économiques au niveau de l'Afrique. Une politique qui consiste à pouvoir inféoder les Africains, à pouvoir les manipuler. C'est une espèce de bombe qu'on nous met sur la table pour pouvoir faire sauter là-dessus. Comment voulez-vous donner plus aux Africains quand ils sont incapables de vous donner, à vous, de vous rembourser tout ce que vous avez donné? La France a mis en place cette politique-là, de donner plus aux Africains, parce que la France n'était pas au même niveau de puissance, de superpuissance comme le bicaméralisme que nous avons vécu, les deux blocs de l'URSS et des États-Unis. La France était une puissance moyenne, et pour pouvoir avoir les effectifs du personnel afin de l'aider sur le plan de l'armement, la France est obligée de donner plus. Et même les intellectuels africains ont mordu à cet hameçon et ils étaient incapables de rembourser toutes ces dettes-là aux Africains. Par contre, ils étaient obligés maintenant d'envoyer les personnels et les gens qui n'étaient pas expérimentés en matière de maniement d'armes, on les envoyait en Europe pour pouvoir soutenir la France pendant les deux guerres qui l'ont frappé. Donc ils étaient incapables, même les États qui vont aller s'endetter, nos autorités vont s'endetter en Europe. Et pourquoi? Pour développer l'Europe. Je vous donne l'exemple de mon pays. C'est un exemple que j'ai retenu du président de mon parti, je ne cite pas le nom ici. Je viens de le citer parce que c'est un leader qui a pu éveiller aussi la conscience africaine. M. Tshisekedi, un jour, dans un meeting en Djili, a donné un exemple frappant qui lui disait qu'il n'était pas économiste. Il a dit: comment voulez-vous, nous avons nos matières premières ici, nous avons des cobalt, nous avons tout ce que nous avons à la GKB. Nous devrions aller vendre nos matières premières en Allemagne, par exemple, aux États-Unis. Et les prix ne seront pas fixés par nous-mêmes, propriétaires de nos matières premières. Ces prix seront fixés par la Belgique, il faut transiter par la Belgique. Quand bien même nous devons accepter cette exigence-là, on envoie un expert, un conseiller du chef d'État pour aller vendre ces matières premières aux Américains ou aux Allemands. Une espèce d'une bagatelle d'1 million de dollars, par exemple. Et les 1 million de dollars, on aurait dû le retourner au pays pour pouvoir remettre, par exemple, 600 000 dollars à la GKMIN pour lui permettre de continuer à remettre en place les infrastructures, à payer les personnels. Par contre, le conseiller du chef de l'État lui-même va devoir vendre cette marchandise et prendre les 600 000 qu'on devrait remettre à la société GKMIN. Ces 600 000 se retrouvent dans les comptes de nos autorités ici. Et c'est les 400 000, et les 400 000 qui restent n'arriveront pas à la GKMIN. La GKMIN aura peut-être 100 000. Et les 300 000. Par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure là, et ce qu'il y a lieu de noter, c'est que en moins de 20 ans, depuis 1885, depuis que les Occidentaux ils ont déterminé les frontières africaines, la quasi-totalité des continents africains était partagée entre 7 États européens puis colonisés. Et les colonisateurs obéissaient tous au principe de 3C, civilisation, christianisme et commerce. Alors ceci étant, à partir du moment où ils ont mis cette stratégie de ces 3 éléments, quand bien même qu'ils se battent entre eux dans les cadres de géostratégie, notamment l'occupation de certaines terres plus riches sur place, ce qui a lieu de noter, l'élément le plus important, c'est qu'en donnant l'indépendance à ces pays, ils ont développé un mécanisme de néocolonialisme qui font que
malgré l'indépendance, tous ces pays-là, ils vont dépendre d'eux-mêmes du système qui a été imposé par l'Occident, notamment, pardon, une question des études. À partir du moment où on a été colonisé par un système linguistique, notamment la langue française, on sera obligé d'apprendre selon les mécanismes d'évolution des études à la française. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, à partir du moment où les plus belles routes sont canalisées vers la mer, c'est une économie extravertise, c'est-à-dire qu'il faut pomper encore davantage, non pas encourager l'économie interrégionale ou le marché interrégionaux, mais au contraire, démontrer qu'il faut amener la marchandise vers la mer. Vous verrez bien, dans tout le pays de l'Afrique, vous verrez que le plus belle route ou le chemin de fer, c'est toujours vers la mer. Ça se dirige vers la mer ou vers l'aéroport. Vous verrez de très belles routes. C'est une façon de montrer qu'il faut encore aller dans de bonnes conditions, se faire sortir les marchandises dans de bonnes conditions. Mais les routes entre les régions du pays, ça se passe toujours mal. C'est une façon de ne pas encourager l'économie interrégionale. Ça, c'est l'aspect qui a été laissé ou imposé par l'Occident sans que les autochtones, sans que les citoyens africains se rendent compte. Et maintenant, on se rend compte de cette réalité-là, quand on regarde bien. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que l'Africain prenne conscience. Comment on parle de l'Union des Africains, du lien, de la création des États-Unis d'Afrique, c'est une bonne chose. C'est à ce moment-là que nous pouvons essayer de voir comment créer un véritable marché d'échange entre les pays africains. À l'unité de... Je pense bien à cette unité qui va de soi, parce que vous regardez, la plupart de nos frontières sont complètement poreuses. Poreuses pourquoi? Parce que nous n'avons pas été à la base de la mise en place de toutes ces frontières-là. En dehors de la conférence de 1963 de l'OUA, sous laquelle on s'est basé sur le principe d'intangibilité du territoire issu du colonialisme. Et ça, on les garde pour éviter qu'il y ait la guerre entre les États, notamment la chamaillerie, pour prendre telle ou telle partie de la terre de l'autre. Ça, c'est une chose. Mais qu'en réalité, ce sont des coutumes qu'on a cassées, qu'on a divisées. Ce sont des familles qu'on a divisées et qu'on a cassées. Donc vous regardez bien qu'entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, on a les mêmes pratiques, les mêmes coutumes, les mêmes orientations de vie, les mêmes aspects de foi économique. Vous regardez entre le Centrafrique et les Gabon, on a quasiment les mêmes réalités qui nous poursuivent. Donc les systèmes tels que ça a été mis par la conférence de Berlin, les frontières telles que ça a été mis par la conférence de Berlin, ça ne nécessite pas qu'on puisse changer ces frontières, mais qu'on puisse réadapter, c'est-à-dire que monter un véritable État qui pourra faire face aux prédateurs qui nous guettent, notamment l'Occident. L'Occident, c'est un véritable prédateur de l'Afrique, parce que jusque maintenant, au XXIe siècle, l'Occident est prêt à en découdre encore davantage, c'est-à-dire qu'à en finir avec les réserves économiques qui regorgent nos pays de l'Afrique. Ceci étant, pour répondre à cette question, à votre question notamment, que font les élites? On en vient là-dessus. Les élites ont besoin de la prise de conscience. Et je pense que ces élites ont déjà la prise de conscience aujourd'hui. Ce ne sont pas des idiots, mais face à ces grands prédateurs qui est l'Occident, on vient de voir ce qui vient de se passer au Tchad, après qu'un dirigeant d'un pays indépendant et souverain, le Tchad, dénonce une pratique odieuse et malsaine sur son sol, notamment à Archelezoué. 2 semaines après, ce sont des rebelles qui sont à sa porte. C'est une façon de dire, ces rebelles, quand on regarde bien, on se pose des questions, ces rebelles où ils ont acheté les armes, où ils ont acheté des munitions, parce que le Tchad ne fabrique pas les armes et les munitions. Où ils ont acheté ça? C'est une façon par l'Occident de s'apprendre encore, de montrer qu'on a la même mise. Une fois encore de plus, vous osez, nous pouvons en découdre avec votre système au travers de vos compatriotes. Nous savons que la population n'a vraiment pas le pouvoir en Afrique. On le sait, mais la prise de conscience elle est quand même importante parce que la France, quand elle a fait la Révolution française, à un moment donné, il y avait la dictature qui battait l'aile, qui battait sur le sol, mais la population étant pauvre, à un moment donné, elle a su en découdre avec cette grandeur de la dictature qui était à l'époque. Mais que pour le moment, ce qui est plus important pour la population africaine, c'est la prise de conscience. Une fois que la prise de conscience est réelle, en ce moment-là, on ne va plus tomber dans les pièges. Aujourd'hui, on parle des dictateurs en Afrique. Mais souvenez-vous et figurez-vous
que l'Occident appelle dictature qu'il veut appeler dictateur. Et la plupart de nos dirigeants deviennent des dictateurs, non pas parce qu'ils sont nés dictateurs, mais ils les deviennent avec le harcèlement des fois de l'Occident. Je prends un exemple simple de la Libye. Libye, c'est un pays qui a été... Vous pensez que tout ça est lié à la pauvreté en Afrique? Non seulement lié à la pauvreté en Afrique, mais il y a aussi une forte manipulation de l'Occident pour nous foutre encore de la merde de désordre au pays. Muammar Kadhafi, c'est quelqu'un qui a été reconnu ou décrié un grand dictateur. Aujourd'hui, parce qu'il a donné 14 milliards d'euros à la France, et le voilà tapis rouge, et le voilà, il revient à la scène internationale, et voilà, on le proclame le plus grand démocrate. Donc, est-ce que nous devons appeler dictateur c'est que l'Occident appelle dictateur, ou bien c'est que nous-mêmes, nous les Africains, nous dénonçons et nous appelons dictateurs selon nos convenances et selon nos points de vue? Ça, c'est une question aussi importante à laquelle la plupart des Africains qui regardent la télé, qui écoutent les émissions venant de l'Occident, ils doivent faire très attention. Mieux vaut vérifier les informations sur le terrain selon nos convenances, plutôt que l'information qui nous sera édictée depuis l'Occident. Ça, c'est un point de vue quand même qu'il va falloir qu'on puisse tenir à compte. Pour revenir à la question que je vous posais, notamment comment remédier à cette situation de la pauvreté, voire même la prise de conscience des élites. Moi, je pense que la prise de conscience aujourd'hui, même un petit de 7 ans en Afrique, je pense qu'on va aborder encore cette question-là du travail des enfants. Un petit, un enfant de 7 ans commence même à prendre conscience. Je crois que vous l'avez dit, Richard. Alors, je vais revenir au M. Joseph. Pensez-vous que la politique d'ajustement structurel à un moment de ça en Afrique a échoué? La politique d'ajustement structurel en Afrique a échoué, d'autant plus que les structures imposées aux Africains, d'abord sur les intellectuels, les élites africaines et les pouvoirs de la population, ne nous l'aurons pas. Sachez que les élites africaines ont déjà pris une certaine conscience. Si vous, aujourd'hui, vous voulez devenir une autorité africaine dans votre pays, vous avez une certaine conscience pour pouvoir travailler. Et sachez aussi que la population a déjà pris aussi sa conscience. Et la population a le pouvoir de dire non. La population a dit non au général Gueye. Et la population est descendue à la présidence de la République et Gueye est parti. Gueye est parti. La population avait dit non à Mobutu et elle est descendue à Mongaliema. Mobutu est parti. Si la population n'est pas bâillonnée, elle est capable de pouvoir faire de grandes choses. Pour revenir à la politique structurelle. Pour rester toujours dans ce même ton, c'est-à-dire que la population elle-même a la solution à cette pauvreté en Afrique. La population, je dirais que c'est une bombe latente. Dès qu'elle vous tourne le dos, vous pouvez monter ou descendre, vous partir. Si elle n'est pas bâillonnée, elle vous dira que non, niet monsieur, nous n'acceptons pas, vous partirez. Si on utilise toujours les armes pour braquer sur la trempe de la population, c'est vrai, la population va reculer, mais vous avez vu au Kenya, c'est que ça a donné comme guerre civile. Doit-on s'entêter jusqu'au quand? Jusqu'à qui est-ce qu'on va... Vous allez diriger qui si vous continuez à vous entêter que la population a dit non? Aujourd'hui, la population vient de dire non à Moucharaf. Moucharaf, a-t-il compris? Faut-il prendre les armes pour qu'il comprenne? Voilà le souverain primaire, le détenteur du pouvoir, celui qui a dit non, c'est lui la démocratie. Il a dit non, comprenez. Je veux reprendre l'adage du président, du général de Gaulle. Il avait dit qu'il faut savoir quitter la chose politique avant qu'elle ne vous tourne le dos. Il faut savoir quitter la chose politique avant qu'elle ne vous dise non. Donc c'est dire que les autorités africaines qui répondent aux exigences du Fonds monétaire international, aux critères difficiles qui cherchent à ce que, voilà, pour que vous puissiez avoir des subsides, avoir une aide au niveau international, une intervention ponctuelle du Fonds monétaire international, vous devez mettre en place une bonne gouvernance, ce qui signifie mettre en place
des hommes conscients, des femmes conscientes, comment on dit, des femmes qui répondent, qui travaillent au nom de la République. Donc, les fonds monétaires vous imposent des critères auxquels vous devez répondre, et les personnes, ou les personnels, ou les élites qui dirigent les pays, ce sont des personnes qui répondent tout simplement aux critères du Fonds monétaire international, qui ne voient pas l'intérêt de la population. C'est là où ça capote. C'est là où la politique structurelle au niveau international est KO en Afrique. Parce que tout chez nous ne vient pas seulement d'en haut. Il y a la base qui est là. Je vais tourner un peu vers Madame Louise Ngatié. Alors, Lucie Ngatié, autant pour moi. Alors, dites-moi, sur le point sanitaire, est-ce que la pandémie comme le sida n'empile pas encore la situation? Parlons de la pauvreté en Afrique. Concernant la santé, ce phénomène-là, mais c'est parce que moi je vois au niveau de l'Afrique, il manque énormément de compétences au niveau technique. Au niveau technique, au niveau je dis matériel. De l'hôpital, en vivant avec tout ce monde-là, les malades s'empirent, donc ils deviennent de plus en plus nombreux. Et pourquoi on n'a pas ça? Et pourtant l'Afrique, on dit, l'Afrique est riche. Donc, et pourtant au niveau matériel de l'hôpital, en Afrique, il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il y a énormément de malades qui sont passionnés. Il y a une ressource humaine. Il y a des docteurs, il y a des infirmières qui n'ont rien, qui n'ont pas de matériel pour pouvoir traiter, faire la prévention de toutes ces maladies. Merci. Nous allons aborder le deuxième volet de notre émission. Nous parlons toujours de la pauvreté en Afrique. Sans vous couper la parole, permettez-moi de... Oui. Je disais donc... Est-ce que ma question... C'est tout à fait normal qu'il y a aussi la responsabilité des Africains eux-mêmes pour pouvoir contribuer au développement de notre continent, de nos pays. Donc il y a certaines éminences, comme je disais, qui ont pris conscience depuis un certain temps et qui se sont défendues. Et il y en a qui ont été zébouillés parce qu'ils avaient une certaine tendance et qu'ils ont mis à la place publique. J'ai cité Patrice Emery Lumumba qui lui a défendu, il a cherché par tous les moyens à contribuer à la décolonisation de l'Afrique et à son développement. Il y a des gens comme les Kwame Nkrumah au Ghana qui ont contribué à la prise de conscience en Afrique. Les cardinals Maloula, il y a les Diallo Telly, il y a aujourd'hui on parle de Koufour, le président ghanéen, qui est en train de remettre les choses en place. Et tout ça, c'est la conscience africaine qu'on ne peut pas négliger. S'il y a encore d'autres élites africaines qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'ont pas encore compris que nous devons faire ce qu'on appelle tabula rasa, tourner la page, pas aussi facilement, tourner la page et imaginer certaines structures à mettre en place pour que l'Afrique puisse se développer. J'avais fait un petit voyage tout le long des pays ex-colonies anglaises, mais je vous dis que ces gens-là, ils sont loin par rapport aux pays ex-colonies francophones. Ils sont loin avec leur système de Commonwealth. Ils sont loin. Vous ne trouverez jamais un Zambien, un Zimbabwéen demander le visa pour aller en Afrique du Sud. C'est la pauvreté aussi. Non, mais pas ça, c'est pas la pauvreté. C'est pas seulement la pauvreté, c'est l'imagination que ces gens-là ont. Ils permettent maintenant. Vous ne trouverez pas un Zambien venir. Nous, aujourd'hui, on parle. Le ministre français de l'immigration, il voit l'immigration politique. Il y aura bientôt l'immigration écologique. Des gens qui viendront ici parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire chez eux. Parce qu'il y a les déserts, ils ne peuvent pas cultiver. Et qu'est-ce que la France va mettre en place comme politique?
Donc, pour revenir à la question que vous posez sur le pays, les ex-colonies anglophones, si c'était la pauvreté. Non, c'est l'imagination de l'homme. Nous nous entendons entre nous. Vous voulez venir acheter nos marchandises vous voulez acheter les marchandises chez nous, mais venez, parce qu'on sait que vous allez rentrer chez vous. Vous allez